Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Café Sapiens, bienvenue à ceux qui nous suivent en direct, bienvenue à ceux qui vont nous regarder un peu plus tard en visionnant le replay. Alors, c'est la dernière semaine avant Noël et on s'est dit, il faut absolument vous faire un cadeau. Et le cadeau que nous avons décidé de vous offrir, c'est ce Café Sapiens sur le principe de précaution. Comme ça, vous aurez au moins un sujet à partager pendant la soirée de Noël, en famille, je ne sais pas, mais vous pourrez en parler. Ce principe, il est inscrit dans la Constitution depuis 2005 et il nous pose une question en regard de la recherche et de l'innovation. Est-ce qu'il est un point positif, un point qui favorise la recherche et l'innovation, ou est-ce qu'il est un point négatif et un frein par rapport à cette recherche et à cette innovation? Et pour en parler, nous avons le grand privilège d'accueillir deux experts pour de multiples raisons. Ils vont nous expliquer ça dans quelques minutes. Yannick Bardy et Vincent Dibold, qui vont échanger avec nous et partager leur point de vue pendant cette heure de discussion. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions avec la fonction en bas d'écran Q&R. Vous posez vos questions et à la fin, dans la dernière partie, pas dire à la fin, mais dans la dernière partie de notre Café Sapiens, nous aurons l'occasion de répondre à ces questions du mieux possible, bien évidemment. Voilà. Alors, comme ils sont à distance, mes deux amis, je pense qu'il est préférable qu'ils se présentent eux-mêmes. Ça vous permettra de mieux les connaître. Donc, je propose qu'on commence par Vincent. Voilà. Si tu veux bien te présenter, et puis ensuite, nous entendrons Yannick qui se présentera également. Voilà. Vincent, c'est à toi. Bonjour à tous, Vincent Diebold, je suis directeur d'hôpital de formation, mais très rapidement dans ma carrière, je me suis orienté vers tout ce qui était gestion de la recherche, de l'innovation. Et en fait, je suis tombé euh, dans le moule et j'ai été amené à conduire plusieurs expériences de management d'organismes de recherche clinique en particulier. Et j'ai essayé de prolonger ça par une réflexion. Alors, ça a donné lieu à un manuel que j'ai coécrit avec un collègue sur la recherche et l'innovation à l'hôpital. Je suis membre de l'Observatoire Sciences et Innovation de l'Institut Sapiens. J'ai commis plusieurs articles et c'est un domaine, effectivement, l'innovation, dans le domaine qui me concerne, bien sûr, l'innovation médicale, qui me passionne. Et en tout cas, merci de m'avoir proposé, effectivement, d'évoquer ce sujet-là. Yannick. Bonsoir Dominique, bonsoir Vincent, je suis ravi de vous retrouver. Je suis ingénieur santé de formation et docteur en sciences de gestion. Je me définis comme un entrepreneur institutionnel en recherche médicale. J'ai fondé la fondation Intelligence Sea Life pour un développement clinique durable des produits de santé à l'appui d'un ouvrage que j'ai sorti en 2013, préfacé par Claude Hurier, et ces cliniques du patient l'objet de science qui traitait de cette problématique du dilemme en recherche clinique et donc de ce qu'on va évoquer ce soir. Et puis récemment nommé, et je vous en remercie, directeur de l'Observatoire Sciences et Sociétés de l'Institut Sapiens. Et je dirige également une organisation professionnelle de recherche clinique opérationnelle. Merci beaucoup. Vous avez bien compris, nous avons avec nous des experts. On est ravi d'avoir Yannick comme directeur de notre observatoire Sciences et Société. C'est un observatoire qui nous tient beaucoup à cœur et c'est cet observatoire qui organise cet événement ce soir. Le sujet du principe de précaution est bien évidemment un élément important de son activité. Alors, avant de se lancer dans le débat, le sujet étant un petit peu technique et connu, le principe de précaution, sont des mots qu'on connaît, mais je ne sais pas si on se rappelle la définition exacte qui en était donnée au moment où il a été inscrit dans l'article 5 de la Charte de l'environnement et donc porté dans la Constitution, mais dans la réforme constitutionnelle du 1er mars 2005 à ce titre. Et je vous propose, c'est très court, ne partez pas tout de suite reprendre un autre café, ça va aller très vite, mais je vous propose de le lire parce que c'est extrêmement important. Je crois on a perdu un peu de vue l'objectif de cet article 5 de la Charte de l'environnement, dit principe de précaution. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, premièrement, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques, deuxièmement, à l'adoption de mesures provisoires,
et proportionnée afin de parer, pardon, à la réalisation du dommage. Voilà. Et puis, petit rappel, hein, ce principe de précaution découle de la loi de février 1995, dite loi Barnier, qui avait pour but de renforcer la protection de l'environnement et qui s'est donc transformée en partie de la Constitution. Voilà. Eh bien, on va écouter nos deux visiteurs, nos deux amis. Peut-être une première question pour commencer, pour vous deux, et on va commencer. Je vais la proposer d'abord à Vincent. Pour toi, Vincent, c'est quoi le principe de précaution et qui est concerné par ce principe finalement? On va commencer à le replacer dans une actualité relativement récente, hein, 92, déclaration de Rio, ainsi de suite. Il faut qu'on peut aller plus loin dans le temps. Et en partant, ça a été rappelé justement dans l'énoncé que tu as donné, la notion de risque, effectivement, est importante. Ça correspond à des attitudes, je crois, naturelles chez nous. Cette notion de précaution, d'un côté, effectivement, il y a évaluer le risque. Et on peut penser dans ce cadre-là, par exemple, à Ambroise Paré, le roi de France, Henri II, victime d'une grave blessure à l'œil. Eh bien, Ambroise Paré fait décapiter 4 prisonniers du Châtelet pour essayer d'évaluer effectivement la façon dont il devait opérer le roi, donc la précaution. Et puis, le rapport à l'innovation, et là, on peut remonter très loin, hein. Il y a les réticences face à l'inoculation pour la petite vérole, Parmentier, la pomme de terre, et puis la phobie autour du lancement du chemin de fer vers 1830, où effectivement il y avait des enquêtes scientifiques qui annonçaient effectivement des risques de pleurésie, des cœurs qui allaient éclater avec la vitesse. Et en fait, il a fallu que la reine, la femme de Louis-Philippe, la reine Marie-Amélie, prenne elle-même le train pour démontrer en fait que tout ça n'était grosso modo que fadaise. Donc cet aspect-là, effectivement, je crois que l'aspect principe de précaution dans ce cadre-là, effectivement, remonte beaucoup dans le temps. Par contre, il faut distinguer, je crois, l'aspect principe de prévention, c'est-à-dire ce qui correspond à des risques avérés qu'on peut évaluer et qu'on peut connaître, l'aspect probabiliste, si vous voulez, et puis l'aspect principe de précaution, où là, c'est non pas de la fiction, mais essayer de se mettre à la place d'eux, c'est-à-dire envisager ce qui n'est pas envisageable, l'aspect imprévisible, de telle manière effectivement que, eh bien, on puisse, en toute connaissance de cause, eh bien, se fonder sur un certain nombre d'éléments tangibles, effectivement, et avancer de manière suffisamment convaincante. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est le premier aspect. Et puis, un dernier aspect, effectivement, c'est que, alors qu'au départ, c'était simplement le domaine de l'environnement, progressivement, on s'aperçoit que ce principe de précaution, avec tout cet aspect-là, effectivement, que je viens de décrire sur arriver à démontrer ce qui n'est pas nécessairement imprévisible, eh bien, a contaminé, si je puis dire, l'ensemble des domaines, le domaine médical, mais aussi, et ça va même jusqu'au domaine bancaire. Aujourd'hui, les principes de sauvegarde des dépôts et ainsi de suite, principes de précaution, et je pense que c'est lié aussi à tout ce qui est algorithme de développement, blockchain et autres, et finalement des mouvements qui deviennent incontrôlables. Finalement, c'est par soi que ce principe de précaution, eh bien, concerne tous les domaines d'activité et l'ensemble de la société. Mhm. Yannick. Et peur du cancer, peur des pesticides, peur des OGM, peur des antennes relais, peur des nanotechnologies, peur de manquer d'eau, d'être envahi, peur. Et quand on regarde la définition de la précaution, j'ai regardé donc le Centre national de recherche textuelle et linguistique, hein, mesure de prudence, de prévoyance minutieuse que l'on observe pour éviter ou atténuer un mal, un inconvénient, un désagrément ultérieur pressenti. Pressenti. Donc on serait dans une préscience. Et Vincent l'a bien rappelé, effectivement, on est dans un mode de peur en réalité, hein. Et effectivement, il faut remonter dans l'histoire pour bien comprendre ce qui s'est passé à l'ère moderne. Jadis, on parlait d'aléas, on parlait de grosses aventures maritimes, etc. On convoquait les dieux pour expliquer telle ou telle mésaventures. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, on commence à calculer le risque. Il faudra revenir, hein, bien sûr, Dominique, sur cette question du risque telle qu'elle est bien définie. Alors que la précaution, on le voit, elle est plutôt basée sur l'opinion, sur un pressenti, un ressenti. Le risque, lui, par contre, il est bien scientifique. Et c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle, et Vincent connaît bien cela, que le révérend Baez va, pour des questions d'assurance, tenter une calculabilité du risque
pour évaluer la grosse aventure, dans ce qu'on n'appelait pas encore l'assurance, pour assurer le transport maritime. Ce qui donnera les théories bayésiennes qu'on utilise aujourd'hui dans certains domaines, dont la médecine, c'est-à-dire comment on scientise l'intuition. On n'en reste pas sur la peur. Ma grand-mère disait déjà la peur est mauvaise conseillère. On va aller plus loin et on va scientiser l'intuition et on va essayer de faire des calculs pondérés. Donc, je ne vais pas aller plus loin à ce stade, mais effectivement, je crois que c'est le terme même de précaution qui pose problème. Alors, on parlera aussi de sa mise en constitution, mais en tout cas, le terme même de précaution nous éloigne quelque peu de la science. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait deux définitions finalement du principe de précaution, celui du législateur tel qu'il l'a rédigé, et puis celui des scientifiques? Est-ce que chacun aurait sa définition, sa propre définition? Est-ce que vous la vivez? Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous la rêvez quelque part? Peut-être Vincent, allez en premier. Merci. C'est vrai que Yannick est toujours plus bavard que moi, donc je commence à donner la parole à Yannick, mais je crois que on reviendra peut-être sur les raisons aussi. Je crois qu'on on l'a pas dit encore, mais pour lesquelles ce principe de précaution s'est imposé aujourd'hui. Il y a une histoire de temporalité. Le fait que ça soit dans la Constitution déshumanise le principe et l'impose également en termes de normes. Le principe du scientifique, c'est que justement, il l'associe et c'est sa propre confrontation. En fait, c'est le fait de l'incarner et de le désincarner. L'aspect du scientifique, aujourd'hui, on pourra dire, mais personne, enfin, le docteur Victor Frankenstein, le père de la créature, il avait créé sa créature seul, effectivement. Aujourd'hui, dans le domaine de la recherche, quel que soit le domaine, on est dans un domaine de communauté, d'équipe, de publication publique, d'ensemble de transmission et de connaissance du savoir. Ça, c'est l'aspect positif. Et en même temps, rappelez-vous, 2018, un chercheur chinois, He Zhongkai, annonce la naissance de deux jumelles, Lulu et Nana, je crois que c'est leur prénom, sur lesquelles il avait procédé à des manipulations génétiques pour en fait inhiber le virus du sida dont souffrait leur père. Alors, bien sûr, première manipulation génétique, donc sans véritable garde-fou, c'est sa propre conscience. En fait, il aurait travaillé seul. Et en même temps, on s'aperçoit, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, c'est que, et encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est que à travers cette manipulation, certes, il a protégé les deux jumelles du virus du sida, mais en même temps, il aurait affaibli l'organisme et le système immunitaire de ces deux jumelles. Donc on s'aperçoit effectivement que la définition du législateur et la définition scientifique varient beaucoup. On reviendra sur les raisons et sur l'intérêt de le positionner en termes de constitution ou pas. Oui, traite-t-on la peur comme un risque, hein? C'est ça la question, traite-t-on la peur comme un risque? Et le principe du scientifique, c'est d'abord le doute, mais un doute raisonnable, c'est-à-dire que face à une situation inconnue, avant d'avoir peur, il y a un doute sur les devenirs possibles. Je pense que les peurs sont des réalités sociales. Nous vivons dans des sociétés qui sont adverses au risque, hein, et le politique lui-même répond à ces peurs. Et je crois que le principe de précaution entre dans cette catégorie des mesures qui ont été faites pour rassurer l'opinion, pour traiter des peurs collectives. Mais en faisant cela, le politique donne le point à l'opinion en disant vous avez raison d'avoir peur. C'est ça qui est entendu en fait. Ah, vous avez raison d'avoir peur des médicaments, vous avez raison d'avoir peur des vaccins, vous avez même raison d'avoir peur de la science, pourquoi pas. Et donc l'opinion, encore une fois, dans une démocratie d'opinion, vient percuter des réalités scientifiques pour les atténuer au travers d'un principe de précaution. Michel Foucault, bien connu, définissait l'épistémé, c'est-à-dire qu'une réalité scientifique existe dans un monde social et dans une réalité politique. Et donc la science va reculer ou pas en fonction de la manière dont le politique répondra soit à des exigences scientifiques de progrès, soit répondra à la démocratie d'opinion, à des peurs. Et je crois que le principe de précaution, par sa formulation même, répond à l'opinion. Le problème, c'est qu'il est dans la Constitution et qu'à un moment donné, il y a un risque de nous couper d'une forme d'innovation que nos concurrents, amis et voisins ne tenteront pas, ne manqueront pas de faire à notre place. Ça veut dire qu'il y a donc un risque économique, finalement, pour la France,
et l'Europe d'être trop précautionneux là où simplement le management d'un risque ou le doute raisonnable scientifique suffisait à traiter le problème au travers, nous on connaît bien ça avec Vincent, des comités d'éthique qui viennent se prononcer sur le fait que la société accepte ou pas de réaliser des expériences scientifiques, par exemple. Mhm. Et dans vos travaux, à chacun de vous, avez-vous été un jour bloqué, arrêté par l'application du principe de précaution? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a opposé ce principe et cela a fait que vous avez dû passer par un autre chemin ou tout de même arrêter vos activités? On peut remonter à une vingtaine d'années, les allers-retours sur la recherche sur l'embryon, avec effectivement interdit, puis autorisé avec certaines dérogations, autorisé. Voilà, donc on s'aperçoit effectivement il y a ces divers éléments. Mais juste sur ce point précis effectivement de blocage, c'est qu'il y a une forme de non-applicabilité, excusez-moi, entre le principe de précaution et le domaine que je connais par la pratique, qui est celui de la recherche médicale. Je m'explique. Lorsqu'on développe un nouveau médicament, un produit de santé, un dispositif et autres, on sait très bien que le risque zéro n'existe pas. Il y a, et c'est très cadré, hein, il y a, je crois qu'aujourd'hui, grâce à cause de la crise du Covid, on connaît effectivement les différentes étapes de développement et d'expérimentation, d'évaluation d'un produit de santé, d'une innovation potentielle. Il n'en reste pas moins que même au terme de ce processus d'autorisation, donc avec l'autorisation par ce qu'on appelle les autorités de régulation, l'ANSM, l'autorité de santé et autres, eh bien, il reste un risque. On sait très bien, effectivement, que ce n'est qu'au cours du cycle de vie d'un produit de santé, c'est-à-dire tout au long de son utilisation, eh bien, que l'on pourra découvrir l'ensemble des événements indésirables, mais aussi, pourquoi pas, des événements plus bénéfiques. Je donne l'exemple, tout le monde le connaît, c'est l'exemple du Viagra qui était au départ utilisé contre l'hypertension et les angines de poitrine, et qui aujourd'hui est devenu le traitement de référence des dysfonctions érectiles. Donc, ce n'est qu'au fur et à mesure de l'évaluation et du cycle de vie du médicament, du produit de santé, qu'on va découvrir effectivement tous les effets d'un produit de santé. Alors, à partir de là, ça veut dire que le dilemme, si c'est dans l'arrêt au principe de précaution, c'est quel est-il? Est-ce que il faut qu'on poursuive indéfiniment ou sur une durée très longue, en fait, l'évaluation du produit de santé, ce qui privant les patients, pardon, du bénéfice potentiel de ces produits. Donc, si vous voulez, il y a une forme d'inapplicabilité dans certains domaines de ce principe. On reviendra peut-être sur les raisons pour lesquelles, effectivement, ce principe a été érigé. Il y a un certain nombre de raisons qui justifient cet aspect-là. Je crois qu'il y a eu un élément sur lequel on reviendra. Et ça me semblait important de rappeler cet élément un petit peu théorique et la pratique telle qu'elle est. Oui, Mhm. j'ai vécu, pour te répondre, Dominique, et je vais rejoindre Vincent dans cette précaution, qui n'est pas une précaution, qui est une pharmacovigilance en réalité, c'est un principe de vigilance. Un essai de phase 3, donc à quelques mois de la mise sur le marché, des fluoroquinolones, hein, je pense que Vincent s'en souvient, qui étaient testés dans les pyélonéphrite, donc des infections urinaires hautes très dangereuses. Et ce produit a été arrêté du jour au lendemain. C'est le GSK qui développait ça, arrêté et Pitcher à l'époque, arrêté du jour au lendemain pour des toxicités du système nerveux central. Donc évidemment, du jour au lendemain, on arrête. C'est la pharmacovigilance qui veut ça. Maintenant, si on regarde dans l'histoire ce qui s'est passé avec ce type de médicaments qui ont été arrêtés, le thalidomide, le fameux Contergan, qui a provoqué, dans la fin des années 50, des malformations extrêmement graves de nouveau-nés qui naissaient sans bras et sans jambes. Ce médicament a été évidemment retiré du marché. Mais ces études se sont poursuivies sur ce produit parce que son effet indésirable, c'est-à-dire le blocage au niveau embryonnaire de la pousse des vaisseaux sanguins, permet aujourd'hui, donc je vous l'annonce, ce médicament est toujours commercialisé par le laboratoire Celgene, permet de soigner des cancers métastatiques en phase avancée et le lupus érythémateux. Donc on utilise précisément l'effet indésirable comme une action potentielle dans un autre domaine. Donc si on se contente d'arrêter et de dire c'est très dangereux, donc il faut le mettre à la poubelle et l'enterrer sous terre, non.
La science dit que ça peut être dangereux dans un domaine et qu'on va gérer du risque, on reviendra sur la définition. Donc, dangereux, oui, c'est un produit dangereux, évidemment, dans certains cas, en particulier chez la femme enceinte. Mais quand on gère le risque, on se rend compte qu'il a des bénéfices très importants dans d'autres domaines. Donc, encore une fois, cette fluoroquinolone, pour revenir sur elle, qui a été retirée dans les années 2000 en phase 3, pourrait revenir dans le futur parce qu'on a mieux compris ce qui se passait et pourrait revenir avec de meilleures marges de sécurité. Donc, il n'y a pas de manichéisme en la matière. Il n'y a pas de gentils médicaments et de méchants médicaments. Tout dépend du contexte, tout dépend de la dose. C'est la dose qui fait le poison, bien sûr, c'est le contexte qui fait le poison. Et de ce point de vue-là, le principe de précaution n'est pas opérant. Parce que si on tire un trait définitif sur l'entité, on n'a plus aucune chance de trouver de nouvelles possibilités d'utilisation. Et si on regarde le Je me principe de permettrai, Pardon, vas-y Vincent, vas-y. Je m'avais juste de rajouter aussi un élément, mais Yannick l'a mentionné tout à l'heure, c'est qu'on vit dans un monde ouvert, entre guillemets, en tout cas dans le domaine scientifique. Et il y a aussi le dilemme, est-ce que les interdictions que l'on s'impose, et Yannick l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que les interdictions que l'on s'impose en France, en Europe, qui ne sont pas, qui n'existent pas dans les autres pays, nous autorisent à les transgresser. Déjà, à un certain moment, on est obligé de prendre en compte ces différents aspects-là et de s'interroger sur est-ce que c'est parce que les autres le font qu'on est autorisé à le faire ou pas, justement, pour donner l'exemple, avec le risque de se faire dépasser, enfin tout ce qu'on peut imaginer en termes de perte d'avantages pour nos patients et d'avantages concurrentiels. Pardon d'avoir interrompu, Dominique. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. En vous écoutant, il me vient une question. Est-ce que nous avons des difficultés avec le principe de précaution parce que nous ne faisons pas ces fameuses évaluations avant de lancer un produit ou avant de prendre un nouveau texte de loi? Là, on est beaucoup dans le médicament, hein, donc on sait bien que dans le médicament, il y a un certain nombre de phases de tests, de retests, etc., d'analyse. Il faudrait passer tous les textes de loi par la mécanique et l'approche du médicament. Comme ça, on ferait des tests, on testerait sur quelques individus, et puis si ça marche, on continuerait. C'est une blague, bien évidemment, mais peut-être pas tant que ça. Donc, est-ce que c'est le fait de ne pas faire suffisamment d'études d'impact qui nous bloque et fait que on ralentit l'innovation, on ralentit la recherche sous le principe de ce texte de précaution? Est-ce que, on a parlé de simulation, d'expérimentation. Est-ce que, pour autant, même si c'est évoqué, est-ce que ces principes-là, qui ont un coût, hein, effectivement, sont appliqués? Il y a également, et c'est un aspect moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est l'aspect de temporalité, hein, encore une fois. On peut sortir du domaine médical. Les OGM, aujourd'hui, ont eu mauvaise presse parce que effectivement il y a eu Monsanto, pour ne pas le nommer, a eu certaines dérives. Faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain? Pour autant non. Donc je crois qu'il y a un aspect effectivement de fantasme. Il y a le deuxième aspect effectivement, c'est peut-être effectivement voir dans quelle mesure effectivement la simulation, l'expérimentation et le modèle du produit de santé, malgré effectivement les insuffisances que j'ai pu évoquer tout à l'heure, peut être un bon modèle. Mais effectivement, l'aspect de simulation et d'expérimentation me semble un domaine qui doit être en mesure d'être généralisé. Pour que ça On soit un l'avait frein vu lors moins de notre important. échange avec Olivier. Vas-y. On l'avait vu lors de notre échange avec Olivier Babot, hein, sur cette thématique sciences et société, que les personnes, les hommes politiques qui ont décidé de cela n'étaient pas des scientifiques. Hein. Donc on est dans un moment aussi où, on va se faire des amis encore, mais les hommes politiques qui nous dirigent ne sont pas des scientifiques pour la plupart, ce sont des ingénieurs administratifs. Or, dans une France plus ancienne, des Trente Glorieuses, on avait des ingénieurs, hein, qui définissaient du progrès, qui définissaient aussi des programmes d'évaluation dans le nucléaire, dans le spatial, dans l'aéronautique. Et je crois que là encore, la démocratie d'opinion a poussé ces hommes politiques à adopter le principe de précaution. Là où, en effet, et je vois qu'il y a quelqu'un qui agit dans le chat, il faudrait bien définir ce qu'on appelle le risque et bien définir ce qu'on appelle le danger et voir comment, dans d'autres domaines que la recherche médicale, on le travaille dans des zones de danger maximales, mais avec un risque minimal. Donc, il n'y a pas d'opposition de principe entre avoir une activité dangereuse
avec un risque minimal. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est effectivement la distinction entre le risque et le danger, mais ce n'est pas encore, je crois, la question sur la scientisation de cette question, mais je crois qu'on va y venir et montrer comment, dans les domaines de haute fiabilité, on pratique ces choses-là de façon extrêmement rigoureuse. Mhm. Je Alors là, crois, encore une vas-y. fois, pardon, c'est dans le texte que tu as lu, hein, sorti, je crois que c'est l'article 5 de la Charte de l'environnement, hein, dont tu as fait la lecture au début. Il y a un mot qui est important, c'est à la fin, c'est proportionné. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans ce principe de précaution, et je crois qu'on fantasme beaucoup autour de ce principe de précaution, le rédacteur du texte et ceux qui l'ont voté, effectivement, ont bien pris en compte le fait que, voilà, ça ne soit pas jusqu'au boutiste. Ce terme de proportionné, c'est-à-dire la façon dont, effectivement, la mesure de l'évaluation doit être faite, doit rester, effectivement, dans la limite du raisonnable. Mhm. Voilà, Tout c'est à ça. fait. C'est-à-dire que ce principe de précaution qui a un fondement, on l'a vu, qui a un fondement philosophique et épistémologique fragile, a des conséquences politiques, économiques et humaines qui peuvent être paralysantes parce que sans limite. Sans limite. C'est-à-dire qu'on peut l'appliquer de facto et on ne va pas pouvoir démontrer quoi que ce soit. On bloque le processus scientifique avec ce principe-là. Alors que la science peut porter sur différents sujets, y compris donc la gestion du risque. C'est un domaine scientifique aussi, la gestion du risque. Tout à fait. Comme tu as évoqué la question, j'en profite puisque je sais pas, je pense pas que tout le monde puisse la voir. La question est, la mauvaise pratique du principe de précaution vient de la confusion entre le risque et le danger. Il faut décider en évaluant la balance entre les bénéfices et les risques, alors que dans la pratique, on évalue le plus souvent la balance bénéfice/danger. Or, les dangers sont partout, on peut même les inventer. Ainsi, le principe de précaution se transforme en principe d'inaction. Alors voilà, c'est Réaction? ça, c'est-à-dire que le risque, c'est défini comme une probabilité d'occurrence d'un événement qui va être multiplié par la gravité de l'impact. Hein. Donc le risque est égal à la probabilité ou la vraisemblance d'un danger multiplié par ses conséquences et ses dommages. Et il y a dans ce domaine des termes référencés comme probabilité, impact, vraisemblance du risque, mitigation, on pourrait y revenir, c'est intéressant, parce que je crois que la mitigation, c'est vraiment ce qui devrait remplacer la précaution. Alors évidemment, c'est un terme que tout le monde n'utilise pas tous les jours, mais c'est le vrai terme. La mitigation, c'est les actions prises pour réduire ou contrôler les risques identifiés. Cela peut inclure la mise en place de mesures de sécurité, de plans d'urgence ou d'autres stratégies visant à minimiser l'impact potentiel d'un événement indésirable. Donc, on ne nie pas le risque, on vient mettre des plaques de sécurité. Il y a la notion d'acceptation du risque, il y a aussi la question du risque perçu. En réalité, le principe de précaution repose sur le risque perçu ou imaginé, voire imaginaire, plus grave. Et il y a aussi la définition du risque acceptable, ce qu'on connaît bien avec Vincent dans notre domaine, la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire quel est le risque acceptable par rapport à un bénéfice attendu. Donc, vous voyez que le risque et le danger sont deux choses différentes. Prenons une image triviale. Une falaise, la falaise d'Étretat, c'est dangereux. Mais le risque, c'est la distance de mon corps par rapport à la falaise, que je peux gérer. Si je suis à quelques centimètres du bord, je prends énormément de risques. Si je suis à 20 mètres derrière, je ne prends pas de risque. Vous voyez, donc le danger, il est ce il est ontologique, comme une flamme de bougie. Une flamme de bougie, ça brûle, c'est chaud. Donc évidemment, le risque, c'est la distance de mon doigt par rapport à la flamme de bougie. Alors je peux aussi mettre un verre de lampe devant la flamme de bougie. Auquel cas, je vais mettre une plaque de sécurité qui empêchera mon doigt d'atteindre la flamme. Vous voyez, donc le danger, il est ce qu'il est. Il est d'ailleurs inhérent à toute chose dans la vie humaine. La vie humaine étant fragile, tout est danger. La question, c'est de savoir comment on gère du risque. Alors, je pourrais peut-être poursuivre, si tu veux, après sur comment le risque est géré dans des activités extrêmement dangereuses. Oui, vas-y, vas-y. Je continue. Juste pour Je laisse compléter, peut-être Vincent. Yannick, juste pour ajouter, c'est-à-dire que, et ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'études qui ont été faites dans le domaine psychologique et qui ont mis en lumière tous les biais cognitifs et une certaine aversion ou crainte par rapport à la nouveauté, d'une certaine façon, et à la surévaluation du risque aussi. Risque, danger. Donc cet aspect-là, effectivement, crée un climat un petit peu délétère. Et un deuxième élément qui me semble important, c'est
cet aspect-là de crainte par rapport le principe de précaution est lié, là on se tourne vers l'innovation, à une forme d'accélération du cycle d'innovation. Moi j'étais frappé par exemple la semaine dernière, toujours dans le domaine médical, il y a eu deux informations qui me semblent majeures et des innovations. Un, sur l'impact bénéfique d'un premier traitement avec ARN messager sur le cancer, et développement d'un médicament qui a été autorisé par les autorités européennes, utilisant donc les ciseaux moléculaires CRISPR pour réguler, traiter de maladies monogéniques. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a une forme d'accélération de l'innovation qui arrive à renforcer, qui arrive effectivement à troubler finalement les individus et à créer effectivement cette notion, cette confusion entre le risque qui devient danger. Et juste pour terminer, voilà, ça correspond effectivement, c'est Arthur Rosa qui a écrit en 2010 un ouvrage qui s'intitulait Accélération, la critique sociale du temps, effectivement, et qui détaille bien tout ce phénomène, effectivement, de crainte et d'être dépassé par l'innovation et par le changement. D'où effectivement cette confusion qui a été développée et qui a été mise en lumière par le participant à cette interview. Risque devient danger. Pardon d'avoir interrompu, Yannick. Non, je t'en prie, hein, ça fait partie de la dialectique. Donc, avant de parler donc, de la question de la sûreté, parce que là, pour le coup, quand on est en zone dangereuse, on parle plutôt de sûreté, je voulais dire, pour détendre un peu l'atmosphère, qu'on n'en a pas conscience, mais par exemple, le parachutisme, qui est un sport extrêmement dangereux, est certainement un des sports les moins risqués aujourd'hui. Et il est très, très loin derrière le rugby, la boxe et le ski, par exemple. Donc, ce que dit Vincent est tout à fait correct, c'est-à-dire qu'il y a une perception du risque qui est liée à un imaginaire. Évidemment, se jeter d'un avion, dans l'imaginaire humain, c'est super dangereux, c'est très anxiogène. Mais la pratique du risque dans ces domaines est très bien maîtrisée, qui fait que c'est un sport qui est extrêmement peu risqué. Il y a très, très peu d'accidents dans ces domaines-là. Donc, ce qui me permet d'introduire la question des organisations qui se veulent hautement fiables. Donc, quand on parle de recherche clinique, on fait partie de ces organisations-là, dans la mesure où une organisation hautement fiable et une société organisée comme la nôtre a différents types d'activités hautement fiables et qui engagent la vie humaine dans le processus. Donc, évidemment, le ferroviaire à grande vitesse, l'aérien, le spatial, le nucléaire civil, la recherche médicale, sont des activités qui engagent la vie humaine dans le processus. Et donc, dans ces domaines-là, l'accident, entre guillemets, est interdit. Alors, comment on fait? Donc, c'est ça la base du raisonnement. Comment on fait quand on interdit a priori qu'il y ait un accident? Eh bien, on ne va pas se contenter de la probabilité. Ça, il faut que les gens le comprennent bien. On ne va pas se contenter de mesurer les accidents qui sont arrivés. On va en imaginer. On va rentrer dans un imaginaire scientiste. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine du nucléaire civil, pour un incident réellement constaté, on doit imaginer 100 000 événements subséquents au travers d'arbres de décision. Je ne rentre pas dans les détails. Il faut arriver à produire 100 000 événements vraisemblables. Donc, on ne s'en tient pas à ce qu'on voit, on s'en tient à ce qui pourrait arriver. Et dans ce domaine, je termine sur le programme Apollo parce qu'il a été spectaculaire de ce point de vue-là. En 1961, le président Kennedy dit on enverra un homme sur la Lune et on le ramènera vivant sur Terre. Les Américains, pour faire ça, n'ont tué aucun astronaute dans l'espace. Pourquoi? Et ils ont réussi à le faire du premier coup. Donc évidemment que l'empirisme ne servirait à rien dans ces cas-là. Il y a une technique qui s'appelle le pré-mortem. Alors là, on est carrément à l'inverse du principe de précaution. On dit, OK, c'est dangereux, ça tue. Alors quand ça tue, comment ça tue? Et on imagine tous les scénarios vraisemblables dans toutes les phases du vol qui pourraient tuer un astronaute. Et on vient chaque fois apporter des mesures de protection, de prévention, de mitigation, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à fiabiliser des domaines qui sont extrêmement dangereux. Donc encore une fois, il n'y a pas d'opposition entre le risque et le danger. Si, en vous écoutant... On voit bien. Vas-y, Vincent, vas-y.
Non, mais on est très bavard finalement. Non, non, mais et il évoquait le spatial. Et toujours, on s'aperçoit que justement par le domaine de l'aviation, les checklists qui sont réalisées, qui permettent effectivement de cadrer, de suivre minute par minute, seconde par seconde, effectivement, le déroulement d'un processus, a été transposé dans beaucoup d'autres domaines, dans les blocs chirurgicaux et autres. Oui, évacuant en cela, alors je vais mettre une pierre dans la mare, je pense, évacuant en cela la notion de confiance. Dans ces domaines-là, la confiance est, je suis moi-même pilote privé, c'est une de mes passions, la confiance est interdite. Dans un avion, on n'a pas à avoir confiance, ni dans la machine, ni dans son copilote. Non, surtout pas. La confiance, confides, avec de la foi, c'est une croyance. Donc là encore, le principe de précaution qui serait dans la croyance que quelque chose peut être dangereux, non, il n'y a ni à avoir confiance, ni à avoir peur. Il faut de l'assertivité. Il faut être sûr de ce qu'on fait quand on le fait. Et donc les pilotes, et comme vient de le dire Vincent, les pilotes ne se font pas confiance parce que les facteurs humains sont tels qu'ils sont et un homme n'est pas fiable ontologiquement. Donc on ne se fait pas confiance et pour cette raison on se vérifie soi-même et le vis-à-vis nous vérifie également. Songez par exemple que dans un avion, on dit, les hôtesses vous disent, on va verrouiller les portes, armer les toboggans et contrôler la porte opposée. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas confiance, on ne fait pas confiance à son coéquipier, on fait un cross-check. Et on augmente dans ce moment-là la probabilité de sécurité. Donc, ce n'est pas de la précaution, c'est la prise en compte du vrai risque, l'abolition de la confiance comme une croyance ou comme une peur et la mise en place de plaques de sécurité, de redondance quand il le faut. Et donc ça, c'est tout à fait différent du principe de précaution. Ce n'est pas une précaution, c'est de la prudence, c'est de la tempérance et c'est l'absence de confiance. J'espère que... Dominique, tu voulais... Vas-y, 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 vas-y. Non, non, tu voulais poser une question, mais Non, je voulais non, intervenir non, sur j'allais l'aspect dire, de la confiance. oui, oui, non, non, j'allais dire que on pourrait peut-être juste accorder aux passagers la possibilité de faire confiance au pilote là, parce que moi qui ai fait beaucoup, beaucoup de voyages en avion, j'ai jamais été inquiet de ma vie et j'ai toujours fait confiance à l'équipe qui était dans la cabine et au Ok, constructeur de l'avion en me disant que tout allait bien se passer et qu'il n'y avait pas raison d'être inquiet. Non, plus sérieusement, beaucoup plus sérieusement, enfin quoi que c'est sérieux aussi, mais beaucoup plus sérieusement, si je vous comprends bien et si je vous entends bien depuis quelques minutes là, j'ai l'impression que du côté scientifique, du côté de la technologie, on va mettre la technologie du côté scientifique, on a mis en place toutes les barrières pour essayer de minimiser ce risque, pour monter en puissance les étapes de contrôle, les étapes qui vont nous permettre d'éviter toute catastrophe, tout problème. Et qu'en fait, est-ce que le principe de précaution a raison d'exister alors que dans chacun des métiers que vous avez cités, dans chacun des domaines, on a mis en place toute une batterie de mesures et de moyens pour s'assurer que, pour ne pas se faire confiance, comme tu l'as dit très bien à propos des pilotes, mais pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident, quoi. Oui, non, j'ai Non. raison, j'ai tort. Dominique, Guillaume Molinet, c'est vraiment pas d'accord avec toi, hein. Guillaume Molinet, il est mort en 2016 à Rennes. Il était volontaire dans un essai, phase 1, un essai médical qui était réalisé par une CRO qui s'appelait BioTrial. Il allait très bien. Et en fait, donc c'était pour tester un inhibiteur. Et il en est mort. En fait, voilà, il y a eu une cascade de doses, il y a eu un phénomène inflammatoire et il est mort. Donc, effectivement, premier point, on ne peut pas dire que tout est balisé. Et je crois qu'un point, D'accord. le second point, voilà, second point, je suis très attaché, c'est que quand même, par rapport à la vision un petit peu idyllique, voilà, on balise tout, ainsi de suite, on part de loin quand même. Et il Ouais. faut bien remonter à la crise de confiance qu'on a pu connaître, mais qui est justifiée, excusez-moi, et dans tout domaine confondu, hein, le nuage de Tchernobyl qui n'est pas arrivé en France, le sang contaminé, où effectivement, ben, on a fait le choix, c'est une forme de cynisme économique, ben voilà, on savait peut-être qu'il y avait un risque, et ben tant pis, mais on n'allait pas gâcher toutes les doses, et on les a quand même utilisées. Le Mediator, les doutes qu'on peut avoir sur les nanotechnologies, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une histoire de processus, le distilben, enfin, j'en passe. Il y a toute une série de processus, effectivement, qui sont venus saper, je crois, effectivement,
Alors, j'ose plus parler de confiance, mais ce lien qui pouvait être établi, cette confiance qu'on pouvait avoir, et avec l'aspect paroxystiste qu'on a pu voir lors de la crise du Covid, avec quand même un happy end, et j'incite encore une fois, c'est que, et là, c'est l'innovation qui a sauvé les choses, en un an, effectivement, alors qu'on en a essayé 10, eh bien, on a pu effectivement utiliser un vaccin qui a démontré à la fois des vaccins, excusez-moi, démontrer leur utilité, et à ce jour quand même, leur innocuité, sauf cas assez rares. Oui, je crois Bien que. sûr. Alors, moi, je pense que Vincent a raison de dire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, le principe de précaution venait répondre à une crise de confiance de l'opinion. Est-ce qu'on n'aurait pas pu procéder autrement, en expliquant peut-être un peu mieux comment fonctionnent les choses et en expliquant qu'en effet, il peut y avoir des corruptions dans tout système. Tout système a une plage de stabilité et tout système a une plage d'instabilité. Et effectivement, dans les années 90, si on parle du domaine médical, il y a eu des excès, à l'évidence. Pour autant, les mesures de protection qu'on pouvait prendre étaient basées sur le risque et sur le contrôle. En particulier, je crois, dans le domaine qui est le nôtre, la mise en place de tiers certificateurs indépendants, ce qui n'est pas forcément le cas, mais bon, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Effectivement, dans le domaine médical, euh, il faudra aller vers plus de tiers indépendants, je dirais vers une gouvernance polycentrique du risque, c'est-à-dire avec des acteurs indépendants qui viendraient contrôler et pas simplement laisser les médecins ou les laboratoires pharma faire les choses dans leur coin. Il faut Bien effectivement, sûr. mais pour établir la confiance, donc il faut convoquer, par exemple, des associations de patients, des sociétés de contrôle, je pense à Veritas, je pense à Socotec, des purs players du contrôle qui viendraient contrôler ce qui se passe vraiment en toute indépendance. Ça, c'est ce qui manque dans notre domaine, On est et Vincent d'accord. a raison de le dire, hein, Alors et ça j'aimerais nous été manque, beaucoup ça nous sollicité. manque, mais ça montre Euh, que on a quand même acquis et développé une forme de méthodologie. Alors merci Vincent pour les exemples que tu as cités qui sont complètement malheureux, bon, finalement eu des soucis. Dans les exemples que tu citais, une partie, pas tous, mais une partie sont quand même dus à des choix politiques. Donc le danger vient un peu des choix politiques qui n'ont rien à voir avec des choix scientifiques, hein. Ça, c'est une chose. Si on était resté à la checklist du décollage, le sang contaminé, on s'en serait jamais servi. Donc ça, c'est clair. Donc il faut rester sur une checklist. Je pense que c'est une bonne leçon. Et en même temps, alors on passe de temps en temps encore un peu à travers, mais je trouve que ce qui me paraît positif, c'est que d'un côté, on n'a jamais eu un aussi grand développement du champ de l'innovation et du champ de la recherche dans tous les domaines, et qu'en même temps, on n'a peut-être pas autant d'accidents et d'incidents, et que finalement, la méthodologie est acquise et fait partie un peu du développement de ces produits. Moi, il est 42 et on a quelques questions. Euh, Par rapport à une de ces questions, on nous interpelle sur les conséquences de ce principe de précaution par rapport à l'économie française et notamment par rapport aux autres pays, quoi. Donc, en effet, est-ce que l'inscription telle qu'elle est faite, c'est la question, n'est pas un handicap pour la France, quoi? On peut. Alors, évidemment, c'était au plan économique. Si je comprends bien que c'était plutôt positionné, hein, sur Oui, cet oui, bien aspect-là. sûr. Ouais. Oui. Bah, je ne reviens pas sur. Alors, il y a beaucoup d'explications hein, sur le relatif échec de la France dans le développement du vaccin sur le Covid. D'autres l'ont développé. On sait que le président de Moderna aux États-Unis est français. Donc, effectivement, il y a différents éléments qui peuvent dire que il y a peut-être des différences entre les points. Il y a, sur un plan économique, de manière générale, de toute façon, on sait que c'est l'innovation qui conduit à travers les cycles de Kondratiev, de Schumpeter, effectivement, qui guide et qui nourrit la croissance. Et puis, il y a un élément, il y a la concurrence et l'avantage comparatif, effectivement, entre les pays. Et dans le domaine, encore une fois, de la recherche en santé, on passe son temps à faire des benchmarks, à regarder comment ça se passe en Espagne, comment ça se passe aux États-Unis, quels sont un système de performance, comment est-ce que ça se passe. Et voilà, donc, si vous voulez, il y a cette espèce de benchmark permanent qui se fait.
où effectivement on dit ben, la France est en déclin sur certains points, reste bon dans le domaine des mathématiques, ainsi de suite. Donc la comparaison effectivement reste tout à fait pertinente, je crois. Moi, je Mhm. voudrais Bien sûr. effectivement donner le point à Thierry Petit, hein, qui revient sur l'absence de culture. Thierry Petit, qui est dans notre audience, là, qui Ouais, nous dit que l'absence de culture scientifique en France est un problème majeur. Je crois que ouais, là j'allais y est le venir. sujet. Voilà, on l'avait évoqué avec Olivier Babot lors de notre Sapiens Sapiens. Je crois que le problème est là. C'est le manque de culture scientifique. Également, il faut le dire aussi, le retour d'un logos religieux, le retour des croyances, le retour d'une forme d'obscurantisme, et Vincent l'a dit, des peurs millénaristes ou les peurs instinctives du progrès et de la nouveauté, qui sont des biais cognitifs. Tout ça, ça participe donc d'une ambiance qui n'est pas favorable à un discours apaisé sur le risque, le danger et la manière dont le scientifique le gère. Encore une fois, le scientifique doit être limité on n'est pas des docteurs faux l'amour. Donc le scientifique doit être limité par une société qui veille à ses propres intérêts. Mais vous voyez donc qu'il y a cette tension entre l'état d'une société qui a une culture scientifique ou pas, et donc la possibilité pour les scientifiques d'innover ou pas. Et en effet, dans une économie de la connaissance et de l'information, aujourd'hui, l'absence d'innovation en France est un vrai problème qui nous disqualifie vis-à-vis de concurrents très puissants qui investissent 100 fois plus dans ces domaines. Mhm. Alors, Juste deux points. Je ne suis pas certain qu'aux États-Unis, par exemple, la culture scientifique soit aussi forte que cela. Est-ce qu'il y a des différences? Et juste un élément sur l'aspect aussi innovation, c'est l'aspect de temporalité qui me semble important. Dominique, tout à l'heure, nous disait quelles sont les conséquences si vous vivez finalement le principe de précaution. Le principe de précaution sous-entend qu'on prend du temps pour faire. Or, je mhm. rappelle qu'un brevet pour, par exemple, la protection d'un médicament ou autre, c'est 20 ans. Durant ces 20 ans, le laboratoire va devoir effectivement, entre guillemets, avoir un retour commercial d'investissement et autres pour permettre de nouvelles innovations. Plus on prendra de temps, moins il aura le temps pour développer cette innovation, moins il aura de moyens pour développer l'innovation. Donc, sous-entendu que les autres le feront peut-être avec moins de contraintes, auront plus de temps, plus de moyens et ainsi de suite. Et c'est ce cycle un petit peu infernal qui peut effectivement nous desservir. Pardon. Mhm. Non, pas de souci. En 2 minutes pour chacun, c'est pas la dernière question, mais en 2 minutes pour chacun, c'est l'avant-dernière. Est-ce qu'on peut considérer que l'inscription du principe de précaution dans la Constitution a été le point de départ de la méfiance vis-à-vis des scientifiques et j'ai pas dit que ça avait démarré le lendemain, mais est-ce que ça a été le point de départ pendant lequel certains mouvements opposés ont pris du poids, se sont exprimés davantage, plus fortement, et puis finalement, on a doucement mais sûrement dénigré un peu plus les scientifiques et mettre de la défiance dans leurs travaux et dans leurs résultats. Est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout? En 2 minutes chacun. C'est à la fois un aboutissement et un point de départ. L'aboutissement, effectivement, d'une sorte de divorce entre, effectivement, la confiance qu'on pouvait avoir de manière un petit peu aveugle au 19e siècle, Auguste Comte et autres, et puis les événements de l'actualité relativement récente que j'ai pu énoncer. Et effectivement, ce principe de précaution a donné une forme de légitimité, effectivement, à un certain nombre de réactions. Regardez, même la Constitution, même voilà, à jeter un petit peu l'opprobre sur ça, mais on est légitime effectivement à le faire. Et de l'aboutissement, on est passé effectivement à une nouvelle étape de point de départ, malgré, encore une fois, j'insiste sur le fait que ce principe de précaution, l'article 5 de cette charte de l'environnement, euh, reste quand même avec une certaine pondération, encore une fois, dans son énoncé. Mais ça a été effectivement un point de départ et aussi une autorisation presque à agir. Mhm. Il me semble que c'est le scientisme excessif du XXe siècle, hein, donc évidemment le développement scientifique au XXe siècle a été maximal, et les atrocités et les meurtres de masse ont été aussi très importants du fait des outils utilisés. Si on pense par exemple à Hiroshima et Nagasaki, le film Oppenheimer qui est passé montre bien la dualité du scientifique qui va aller au bout de son idée et par ailleurs les conséquences possibles sur le plan militaire. Et d'ailleurs, avec un gros inconvénient à cet événement historique de 47, je me trompe, de 45, pardon, Mhm. c'est que dans la tête des gens, le nucléaire reste dangereux à cause de ça.
parce que dans l'inconscient collectif, c'est le champignon atomique, alors qu'évidemment, une centrale atomique n'a rien à voir avec ça. Et donc, ça a laissé des empreintes. Donc, je crois que le XXe siècle a été une apogée scientifique et une apogée dans la cruauté, et que c'est aussi pour cette raison-là que les scientifiques ont pu se voir un peu muselés. Moi, je suis assez attaché au principe de responsabilité de Hans Jonas, donc liberté, responsabilité, fait en sorte qu'il existe une humanité aussi longtemps que possible après toi. Donc chaque scientifique devrait être guidé par cette phrase, hein, c'est qu'on doit toujours réfléchir à ce qu'on fait ait des conséquences positives dans le futur. Voilà. Ce qu'on appelle en anglais... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je crois qu'effectivement, la blessure qu'a pu représenter effectivement l'apocalypse nucléaire, la possibilité de l'apocalypse nucléaire, a totalement démystifié la science en démontrant et en montrant qu'elle avait une capacité d'autodestruction de l'humanité elle-même. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est pour ça que je parlais du point de départ de distance qui a été créée avec la science, pour répondre de manière très claire, effectivement, par rapport à ce que tu disais et ta question. D'accord, merci. Alors, 3 petites questions de la liste des questions et je vous la pose à un seul et pas aux deux parce qu'il nous reste 8 minutes et n'oubliez pas que je vous ai posé une question à chacun sur vos idées et vos propositions et là, vous n'aurez plus que 3 minutes pour présenter chacun vos 2 propositions. Voilà, à 19h, on s'arrête, on coupe l'électricité et on va manger. Donc, première remarque, alors c'est une remarque, je ne suis pas sûr que ce soit une question, mais Yannick, comment évaluer la probabilité de survenance d'une catastrophe, puisque cette probabilité est malheureusement subjective et dépend de l'appétit pour le risque, alors que son évaluation devrait essayer d'être objective autant que faire se peut? Alors, je renvoie Alain Guédon à la matrice de Turing, le célèbre Alan Turing, qui, à ses heures perdues, s'intéressait au risque d'impact d'une comète sur la Terre. Alors, la comète équivalente à celle qui a tué les dinosaures, vous voyez. Et donc, il a établi une matrice du risque et des conséquences. Et donc, il a montré que, évidemment, les probabilités les plus faibles amenaient les conséquences les plus élevées. Donc, la probabilité d'impact d'une météorite avec les conséquences de destruction de la Terre, etc. En fait, je l'ai déjà dit, hein, dans ces cas-là, on ne parle pas de probabilité, on parlera de vraisemblance. Donc, ce n'est pas subjectif. La vraisemblance peut être mesurée aujourd'hui, et particulièrement avec l'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas trop développer, hein, c'est un peu technique, Non, mais tu n'as qu'une, avec tu as quasiment consommé ta minute. forêt d'arbres de décision, et avec de l'intelligence artificielle, on arrive à évaluer les vraisemblances, et non pas les probabilités. Bien sûr, bien sûr. Alors, quelqu'un nous interpelle sur le sujet des OGM qu'on a mentionné tout à l'heure. Je renvoie aux travaux de l'Institut Sapiens sur l'observatoire, les travaux de l'observatoire agriculture, où on parle beaucoup, alors non pas d'OGM, mais de NBT. Désolé pour les non-experts, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais en effet, on va dans le sens de ce que vous dites, chers spectateurs. Et on se préoccupe de ce sujet et de l'importance de son utilisation en agriculture. Voilà, vous avez au moins un sujet de recherche pour ce soir. Qu'est-ce que les NBT? Alors, pour toi, Vincent, une question. Est-ce que, vu son génie et ses chercheurs, la France serait devant les États-Unis sans le principe de précaution? 1 minute pour répondre. Comme je l'ai dit, et le principe de précaution, je n'ai pas eu l'impression en tant que tel qu'il avait bloqué, en tout cas dans les domaines que je connais, le développement. J'ai eu l'impression que, alors, hormis, j'ai évoqué la recherche sur l'embryon de ce point de vue-là, mais on l'a beaucoup mis en exergue. Je crois que par ailleurs, dans la plupart des autres domaines, ils ont pu se développer. Je crois que l'innovation a pu se faire. Donc, le certain déclassement, puisque c'est le terme qu'on utilise par rapport à la recherche de manière générale et par rapport au développement de l'innovation France-États-Unis, il faut le chercher dans d'autres domaines. Des domaines qui peuvent être, je ne vais pas les développer, mais les domaines qu'on a pu voir de statut, d'organisation, voire de financement global, hein, je crois, c'est à cet aspect-là. Je n'incriminerai pas le principe de précaution qui, et je le dis encore une fois, dans sa conception, dans la façon dont il est présenté,
constituait presque quelque chose de nécessaire pour assurer effectivement une population et une opinion publique, avec les excès que l'on peut voir, les opinions publiques, sur la façon effectivement dont le politique et le droit de manière générale pouvaient apporter, constituer un garde-fou. Très bien. Alors, je vous avais posé chacun une question, la même question à chacun de vous. J'avais dit, si vous avez une baguette magique, si vous avez tous les pouvoirs, qu'est-ce que vous faites? 2 idées, 2 propositions pour faire avancer les choses en matière de recherche, d'innovation et notamment au regard du principe de précaution. Mais si le principe de précaution ne vous interpelle pas, au moins en termes de recherche et d'innovation. Allez, Yannick, 2 minutes maximum, grand maximum, il est 57. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter la science, il faut réhabiliter la science dans la société. Il faut que l'éducation à la science soit quelque chose d'agréable, voire de spectaculaire. Il faut réenchanter le monde scientifique dans le grand public. Et comme le dit Oreda dans son commentaire, il faut prendre des risques. Ne pas se mettre en danger, mais prendre des risques, créer des entreprises innovantes. C'est très risqué, mais c'est pas dangereux et ça peut rapporter gros à la France et à celui qui prend le risque. Très bien, merci beaucoup. Vincent. Les bonnes recettes du Père Dibold, si je puis dire. Donc, en tout cas, moi, j'en ai deux. C'est que je crois que c'est sur l'MIT qui avait mis ça en place. C'était des espèces de ce qu'on appelle des Limig Labs, c'est-à-dire des tiers-lieux, des lieux de rencontre, effectivement, entre les différents partenaires qui constituent l'innovation. Quand je dis partenaires, c'est aussi bien les citoyens, leurs associations, les ingénieurs et autres, et qui ont cette volonté, cette capacité, non seulement d'évaluer théoriquement l'intérêt d'une innovation, mais en voir sa portée, son impact, son utilité, son utilisation. Donc, l'aspect de Limig Lab, il y en a en France, filière santé, il y en a dans d'autres domaines. Ça me semble des aspects importants à faire valoir. Et le deuxième point, et ça, je crois que c'est une solution qui me semble très prometteuse, c'est l'aspect de données. Aujourd'hui, excusez-moi de rester encore dans le domaine de la santé, mais on peut l'extrapoler à beaucoup d'autres domaines. On dispose, à travers le SNDS, donc le Système national de données de santé, un capital incroyable de données. Il y a 1,2 milliard de feuilles de soins, enfin, on a des données incroyables. À travers ces données, on peut aujourd'hui, encore une fois, à travers des modèles assez innovants de développement d'essais, de simulation, arriver effectivement à évaluer, sans avoir recours effectivement à des recrutements de patients ou autres, à évaluer l'intérêt du produit de santé. Je donne un exemple très précis. Vous avez un registre qui s'appelle le registre Frenchy, qui recense, il y a à l'heure actuelle près de 20 000 patients ayant eu un infarctus du myocarde. Eh bien, des essais sont réalisés à partir de cette étude qui rassemble beaucoup de données sur l'ensemble de ces patients et qui ont permis de réduire de 5 à 10 fois les délais de développement, d'évaluation de l'innovation. Eh bien, à travers cela, je crois qu'on pourrait améliorer, on ne réglera jamais la question, améliorer la question effectivement de la temporalité, c'est-à-dire arriver à apporter le maximum de connaissances sur les risques, encore une fois, l'intérêt et la façon effectivement à travers les Limig Labs dont on peut effectivement intégrer une innovation dans son milieu, dans son domaine. Très bien, merci beaucoup. Il est pile 19 heures, alors on vous remercie beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce Café Sapiens. On vous souhaite bien évidemment de très belles fêtes de Noël. J'espère que ça se passera très bien pour vous. J'espère que vous pourrez passer ce moment avec vos amis, en famille. Donc, bonne fête de Noël. Je n'ai pas de date à vous communiquer sur les prochains Cafés Sapiens parce qu'on est en train de monter l'agenda de début d'année, mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous aurons un Café Sapiens sur l'importance des évaluations. On va revenir sur le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. On a publié une note il y a à peu près 3 semaines sur le sujet et on va revenir là-dessus. Sur l'éducation, c'est un sujet de rentrée. Vous savez que le ministre va faire de nouvelles propositions et les sujets vont être discutés. Donc, on en parlera dans un Café Sapiens avec des experts sur le droit du travail, parce qu'il y a aussi des projets dans les cartables du gouvernement qui interpellent un peu nos amis du droit du travail, et on aura l'occasion d'en parler ensemble. Et puis, pour revenir
à l'agenda de la santé, où on aura l'occasion d'avoir un café Sapiens sur la santé mentale, et etc., etc. Donc, beaucoup d'événements pour ce début d'année. Merci, bonne fête et bonne soirée. Bonne soirée.